Bonjour et bienvenue dans la revue de presse hebdo et audio du secteur retail e-commerce en France, proposée par les Digital Doers. Nous sommes le 2 septembre 2022, synonyme de reprise après la pause estivale. Au sommaire cette semaine. 4 articles. 1. Back Market a tous les ingrédients pour répliquer son succès aux US, à lire sur le JDN. Économie de la paresse, le quick commerce s'épuise-t-il, à lire sur e-marketing.fr. Les e-commerçants ont des difficultés à se conformer à la DSP2, à lire sur e-commerce mag. Et enfin, Walmart, l'entreprise la plus rentable en 2021, à lire sur actu-retail.fr. Je vous le rappelle, sur le site lesdigitaldoers.com, vous avez accès à une revue de presse qui rassemble les articles publiés dans la semaine sur les sites de news de notre écosystème. Vous pouvez vous y abonner pour recevoir chaque vendredi un digest de l'actualité dans votre boîte email. De cette revue de presse, je vous lis sans interprétation une sélection de quelques articles qui m'ont semblé pertinents à partager. Avant de commencer, un petit message avec les Digital Doers, je produis et anime des chaînes de podcast pour le compte de tiers, c'est-à-dire pour vous qui écoutez cette revue de presse, acteurs de notre écosystème. Si vous souhaitez animer la prise de parole sur votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous et moi autour de votre proposition de valeur. Alors si vous êtes intéressé, contactez-moi. D'ici là, je vous souhaite une bonne écoute, évidemment, toujours sans coupure. Aux US, à lire sur le JDN en date du 29 août. Leader du marché de l'électronique reconditionné en France, Back Market est présent dans 16 pays. Son cofondateur explique ses méthodes et dévoile ses ambitions. Où en est Back Market depuis sa création en 2014 ? Thibaut Hugues de Larose. Back Market est une place de marché dédiée à la vente de produits électroniques et reconditionnés. Nous commercialisons désormais 184 catégories de produits. La plateforme est disponible dans 16 pays en Europe, mais aussi en Grande-Bretagne, aux USA et au Japon. L'entreprise qui s'est fixée comme mission de devenir leader de l'économie circulaire dans la catégorie high-tech emploie 680 collaborateurs à travers le monde. Quelles sont les catégories les plus populaires sur la plateforme, d'où proviennent les produits destinés à être reconditionnés? La plateforme qui est notre produit historique reste, le smartphone qui est notre produit historique reste toujours notre locomotive. Cette catégorie est suivie par les ordinateurs, les tablettes et enfin les jeux vidéo. Concernant les canaux d'approvisionnement, ils sont variés. Il y a d'abord notre plateforme qui permet aux consommateurs de revendre leurs anciens appareils. Notre algorithme va rapidement proposer un prix de rachat. Du côté des reconditionneurs, certains ont également conclu des contrats avec des enseignes de distribution leur permettant de récupérer des produits qui ont par exemple été déballés ou bien des modèles d'exposition. D'autres bénéficient d'accords avec des grandes entreprises pour racheter leur ancien matériel. Enfin, il y a aussi les franchises telles que Cash Converter ou Cash Express qui reprennent des produits d'occasion avant de les reconditionner et de les revendre sur notre marketplace. Quels sont les avantages pour un reconditionneur de vendre sur Back Market ? Back Market est une plateforme de distribution permettant de toucher des clients dans 16 pays. Mais nous avons d'autres arguments. Nous mettons à disposition des reconditionneurs un certain nombre d'outils et surtout beaucoup de données. Par exemple, nous leur indiquons le type et les qualités de produits qu'ils peuvent vendre selon les pays et à quel prix, etc. Cela leur permet de mieux sélectionner les produits qu'ils achètent et d'estimer les bonnes quantités afin de s'assurer une marge. Back Market dispose aussi d'un laboratoire dédié à l'innovation à Bordeaux qui nous permet d'identifier la source des pannes récurrentes et ainsi partager l'information avec nos partenaires. Nous avons également développé des services logistiques permettant notamment aux reconditionneurs d'expédier leurs produits à moindre coût grâce aux tarifs préférentiels que nous avons négociés auprès des transporteurs. Enfin, nous leur proposons également d'assurer le SAV à leur place, ce qui leur permet de conserver une structure de coût légère. Quel est le profil de ces entreprises partenaires ? En juin, nous comptions 1700 reconditionneurs sur la plateforme. Leurs profils sont très variés. On trouve des PME de moins de 5 salariés qui réalisent entre 500 000 et 3 millions d'euros de chiffre d'affaires par an et d'autres qui sont des grandes sociétés de plusieurs milliers de salariés à l'image de Cordon Electronics. Quelles sont vos méthodes pour contrôler la qualité des produits vendus et les prestations de ces partenaires ? Notre mission est de faire en sorte que les produits reconditionnés deviennent le premier réflexe pour tout achat de produits électroniques. Pour parvenir à créer une relation de confiance avec les clients, nous devons garantir la qualité des produits. Pour la contrôler, nous combinons différents procédés et technologies.
Lorsqu'un reconditionneur veut s'inscrire, nous lui posons d'abord différentes questions sur la manière dont il répare les produits, les pièces de réparation et les softwares qu'il utilise. En moyenne, 30% d'entre eux vont passer à l'étape suivante. Nous leur laissons ensuite la possibilité de vendre 5 produits par jour pendant 40 jours. Pendant cette période, nous allons contrôler leur activité en étudiant les retours clients, le taux de panne, la rapidité des expéditions, etc. Si le reconditionneur est validé à l'issue de cette période, il pourra poursuivre son activité sans limitation. Nous contrôlons également les réparateurs qui ne sont pas des employés de Back Market de la même manière. Back Market a développé son réseau de centres de réparation. Pour quels résultats ? Ces centres de réparation, disponibles en France, sont capables de prendre en charge plus de 20% des pannes fréquemment rencontrées. Un consommateur peut ainsi se rendre directement dans un point de réparation près de son domicile sans avoir à renvoyer le produit. Nous lui assurons une réparation en moins de 30 minutes. S'il ne souhaite pas se déplacer, il peut évidemment toujours le renvoyer, comme c'est le cas aujourd'hui. C'est un service qui, depuis son lancement, donne d'excellents résultats en termes de satisfaction client. Il permet également à nos partenaires de réaliser des économies en termes de coûts logistiques, même si ce sont toujours eux qui payent in fine la réparation. Celles-ci sont effectuées par des professionnels tiers que nous avons certifiés au préalable. Envisagez-vous à terme d'utiliser ces centres comme point de contact physique pour commercialiser vos produits ou bien d'ouvrir des corners dans des grandes surfaces ? Nous avons beaucoup d'ambition pour ces services de réparation. Près de 300 points de réparation sont déjà référencés sur Back Market. Ils sont situés dans les centres-villes des grandes villes de France, mais aussi de taille moyenne. Ce service sera développé partout dans le monde en 2023. Cependant, même si nous avons plusieurs réflexions en ce qui concerne le retail physique, nous n'avons rien à annoncer pour le moment. Où en est Back Market dans son développement à l'international ? Avez-vous prévu de vous lancer dans de nouveaux pays en 2023 ? La France reste encore notre plus gros marché. Les États-Unis arrivent en seconde position avec une croissance beaucoup plus forte et ont vocation à devenir notre premier marché à moyen terme. L'Espagne et le Royaume-Uni sont deux marchés également qui connaissent une belle croissance, de même que le Japon où nous nous sommes lancés récemment. Les consommateurs japonais ont un énorme appétit pour les produits tech et il n'existe aucune autre solution proposant des produits reconditionnés à part Back Market. Nous allons bientôt nous lancer dans un nouveau pays asiatique, mais je ne peux pas encore dévoiler lequel. En juin dernier, l'association UFC Que Choisir a porté plainte contre Back Market pour pratiques commerciales trompeuses, vous reprochant notamment d'afficher le prix des produits neufs comme s'il s'agissait de réduction. Que répondez-vous ? Cela fait environ un an que nous discutons avec les équipes du UFC Que Choisir, avec qui nous avons eu beaucoup d'échanges constructifs pour faire évoluer notre plateforme. Nous avons rédigé une réponse détaillée dans un billet de blog pour expliquer pourquoi nous sommes en désaccord avec les fondements de cette plainte. Nous pensons qu'afficher le prix neuf d'un produit est une information importante à donner aux consommateurs. Il s'agit d'un point de comparaison utile et nous allons le conserver. Nos études internes montrent que cette information concernant la différence de prix est importante. Aujourd'hui, consommer de manière écologique coûte également plus cher. Pour une fois qu'il est possible d'économiser du pouvoir d'achat tout en ayant un impact positif sur la planète, pourquoi se priver de donner cette information aux consommateurs ? L'association vous reproche également de faire apparaître des frais de service uniquement à l'étape du paiement. J'ai évoqué plus tôt dans cet entretien tous les services que nous développons afin de garantir une expérience de qualité et de bâtir une relation de confiance avec les consommateurs. Tout cela a un coût, nos frais reflètent simplement les investissements que nous réalisons. Nous pensons que le montant de ces frais est juste, à savoir moins de 2% du montant du panier au maximum et 0,49 centimes d'euros au minimum. La raison pour laquelle ces frais sont affichés après la fiche produit est simplement parce qu'ils peuvent varier en fonction du prix et du nombre de produits mis dans le panier. L'entreprise est-elle rentable ? Back Market a réalisé une levée de fonds de 450 millions d'euros en janvier 2022. Une nouvelle levée ou une entrée en bourse est-elle prévue pour financer le développement international de l'entreprise ? Back Market n'est pas encore rentable, mais certains de nos marchés, parmi les plus matures, sont déjà très profitables. Pour autant, nous choisissons de réinvestir les profits dans notre croissance internationale et l'amélioration de notre plateforme. Notre horizon de rentabilité est plutôt à moyen terme, à savoir dans les 2 années à venir. Concernant votre seconde question, l'entreprise dispose aujourd'hui de suffisamment de fonds pour atteindre la rentabilité tout en continuant à se développer en investissant dans différents leviers de croissance. Quelles sont les ambitions de Back Market pour les années à venir ?
L'un des enjeux pour les années à venir sera de développer la reprise de produits. Nous investissons beaucoup dans ce service car notre objectif est que les consommateurs puissent revendre les produits qu'ils n'utilisent plus en 3 clics, même s'ils sont non fonctionnels. Nous pensons qu'en limitant ces efforts, nous pourrons changer les habitudes des consommateurs et ainsi favoriser l'économie circulaire. Car vendre sur le Bon Coin ou Facebook Marketplace n'offre pas toujours la meilleure expérience. Enfin, nous allons continuer d'investir dans notre croissance internationale. Nous avons tous les ingrédients pour répliquer le même succès européen aux US, mais il reste encore beaucoup de travail et nous n'en sommes qu'au début de l'aventure. Économie de la paresse, le quick commerce s'épuise-t-il à lire sur e-marketing.fr en date du 24 août. Pression des élus dans les villes, réglementation des dark stores, des intérêts des consommateurs, tarissement du financement des startups et problèmes de rentabilité. Quel avenir pour le quick commerce ? Débarqué en France en 2021 en pleine pandémie à grand renfort de publicité agressive et de levée de fonds à coût de milliards d'euros et d'implémentation anarchique dans les centres-villes, les acteurs du quick commerce comme Getir, Flink ou Frishti connaissent une véritable crise de croissance. L'essor de ce commerce a comme souvent été bien plus rapide que la réglementation elle-même, confie Franck Rosenthal, expert en marketing du commerce. À l'image de ce qu'il s'est passé pour Uber dans le transport de personnes ou d'Airbnb dans la location, le temps de la réglementation pour les quick commerçants est arrivé avec un défi majeur, allier les avantages d'un service ultra performant et à une préservation de l'écosystème urbain, exprime Jérémy Lefebvre, CEO d'Episto, start-up de collecte d'avis et d'insight. Le quick commerce ne représente qu'environ 150 magasins sur 300 000 points de vente. C'est un modèle qui vient en complément de solutions déjà existantes et non pas en remplacement. Il faut que les règles soient définies par le gouvernement pour éviter des problématiques de concurrence déloyale avec des commerces de proximité, explique Marc Lolivier, délégué général de la FEVAD. Si l'on souhaite mesurer l'ampleur du phénomène et son potentiel à long terme, il faut d'abord s'intéresser à l'opinion des consommateurs pour ce nouveau service, étaye le CEO d'Episto, qui a mené une étude sur le sujet. Ce qui ressort de cette étude se résume en 2 points. D'une part, les courses en magasin sont encore largement plébiscitées puisque seul un Parisien sur 10 utilise la livraison express. Ensuite, les Parisiens sont encore largement mitigés sur l'arrivée de ces nouveaux services, explique le CEO. Plus d'un utilisateur sur 2 a recours à la livraison express pour gagner du temps dans son quotidien. En dépit de l'aspect pratique et du gain de temps que représentent ces services de livraison, de nombreux consommateurs y voient des conséquences négatives sur divers secteurs. L'étude montre ainsi que 70% des personnes interrogées pensent que le quick commerce a un impact négatif sur les commerces de proximité et 75% d'entre elles considèrent que ce secteur devrait être plus réglementé. Les nouvelles règles du jeu. L'arrivée de nouveaux acteurs et de nouvelles formes de distribution, comme le quick commerce, répond à de nouvelles demandes des consommateurs, déclare Jacques Cressel, délégué général de la FCD, Fédération du commerce et de la distribution. Et qui dit nouveau jeu, dit nouvelles règles. Le gouvernement a émis une série de bonnes pratiques pour favoriser le développement du quick commerce, mais en l'absence d'une réglementation concrète, ce sont les règles d'urbanisme qui servent de référence, détaille Franck Rosenthal. Concrètement, les quick commerçants ne peuvent plus implanter de dark stores dans des immeubles d'habitation, puisque de nouveaux élus les considèrent comme des entrepôts et non comme des locaux commerciaux. La question de l'urbanisme était ainsi au cœur des débats ces derniers mois. La ville de Paris a par exemple a notamment demandé la fermeture de 45 dark stores qui ne respectaient pas le PLU, le plan local d'urbanisme. L'implantation des dark stores dans les villes pose aussi des problèmes de voisinage à cause du bruit, des livraisons, des allers-retours. Ce n'est pas agréable pour les riverains. Le gouvernement français encourage les acteurs à repenser leur modèle pour proposer par exemple du click and collect. Cela permettrait de limiter l'effet entrepôt à Paris, explique l'expert en marketing du commerce Franck Rosenthal. Dans le but de limiter un mouvement général d'ubérisation des centres-villes, de nombreux acteurs et élus s'engagent et proposent des discussions afin d'orienter le débat. En février 2022, France Urbaine, association des métropoles et communautés urbaines, expliquait qu'après les meublés touristiques, le Airbnb, les drives ou la livraison de repas à domicile, les dark stores et dark kitchen participent à une ubérisation de la ville qui peut, si elle n'est pas concertée et encadrée, provoquer sa dévitalisation, voire sa déshumanisation.
Les quick commerçants doivent donc trouver de nouveaux modèles d'exploitation pour améliorer leur image et leur rentabilité par la même occasion. Getir a ainsi lancé des dark stores franchisés en France, permettant de baisser les coûts des entrepôts. Gorillaz, de son côté, envisage de travailler avec des partenaires locaux. GoPuff ouvre des magasins en physique aux États-Unis. Le quick commerce va être vraisemblablement de plus en plus intégré à la proximité, explique Frank Rosenthal. Le débat est aussi lancé sur l'implantation de dark stores dans les espaces urbains vacants ou inutilisés comme les garages ou parkings. Au-delà des questions d'urbanisme que le quick commerce pose, il y a également des enjeux de service. On observe déjà une canalisation du secteur, c'est-à-dire que le nombre d'acteurs se régule. La notion de temps, elle va s'estomper. Les quick commerçants se rendent compte qu'ils ne peuvent pas tenir la promesse de la livraison en 10 minutes. Ils changent leur communication à ce sujet et parlent désormais de livraison rapide, en quelques minutes, sans préciser la durée, observe le délégué général de la FEVAD. Les quick commerçants ont ainsi enterré la livraison en 10 ou 15 minutes pour rallonger les temps de livraison et regrouper les commandes afin de rendre les livraisons plus rentables. En 2021, le marché français représentait seulement 122 millions d'euros, encore loin derrière les résultats du marché global de l'alimentation. Pour espérer s'installer durablement dans le paysage commercial, les épiciers 2.0 n'ont d'autre choix que de réduire leurs dépenses en marketing et publicité et capitaliser sur l'augmentation du panier moyen client ou encore les formules d'abonnement comme les acteurs de la livraison de repas l'ont fait. Gorillaz, avec le rachat de Frischti, commercialise désormais de nouveaux produits comme les plats préparés. De son côté, Cajoo, racheté par Flink en mai 2022, élargit sa gamme et propose désormais des produits non alimentaires auprès des partenaires avec Fnac Darty pour proposer des chargeurs, écouteurs, livres et autres jeux de société. Tarissement des financements et rentabilité menacée. Pour rentabiliser leur business, les acteurs du quick commerce n'hésitent pas à licencier des personnes dans leur rang. Getir a remercié près de 4000 collaborateurs, soit 14% de sa masse salariale mondiale, selon TechCrunch. L'effet boule de neige ne s'est pas fait attendre bien longtemps. GoPuff a licencié 500 salariés et Gorillaz s'est séparé de 300 collaborateurs. Dans notre étude, 63% des personnes interrogées pensent que le quick commerce a un impact négatif sur la qualité des emplois, note Jérémy Lefebvre, le CEO d'Episto. Sur le plan sociétal, de nombreux efforts sont à fournir de la part des quick commerçants qui licencient aussi rapidement que leurs services vous livrent vos courses. Les enjeux RSE ne doivent pas être négligés par ces acteurs. Les performances financières RSE sont prises en compte par les investisseurs, souligne le délégué général de la FEVAD. Et lorsqu'on parle d'employabilité dans le quick commerce, les acteurs emploient leurs livreurs en CDI, un modèle qui se veut plus vertueux que les entreprises de livraison de repas comme Uber Eats ou Deliveroo, mais un modèle surtout moins bénéfique économiquement. Il faudrait que les livreurs effectuent près d'une dizaine de livraisons par heure pour que les épiceries 2.0 ne perdent pas d'argent. Une solution évoquée à ce manquement serait l'automatisation des entrepôts, une solution difficile à mettre en place dans les petits espaces comme les dark stores dans les villes qui ne font généralement que quelques centaines de mètres carrés. Concède Pascal Malotti, business développement et patron de la stratégie de Valtech. Pour s'assurer des revenus récurrents dont les investisseurs raffolent pour estimer la stabilité et la pérennité d'une start-up, les acteurs du quick commerce freinent également leurs expansions géographiques à l'instar de Gorillaz qui se focalise désormais sur 5 pays, à savoir la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni et les États-Unis. Exit donc la Belgique ou encore l'Espagne pour la start-up allemande. Le quick commerce enregistre au global 636 000 visiteurs uniques en avril 2022, selon Médiamétrie, et représente 24% des livraisons à domicile, selon Nielsen IQ. Les experts en commerce s'accordent à dire qu'il s'agit d'un modèle qui se cherche encore avec un fort potentiel dans la diversification des produits et services. Les e-commerçants ont des difficultés à se conformer à la DSP2, à lire sur e-commercemag.fr en date du 25 août. 45% des e-commerçants n'ont fait que le minimum en termes de conformité à la DSP2 ou encore sont en train de réfléchir à comment dépasser les obstacles qu'elle représente. Pour plus de 30% des répondants sont confrontés à des blocages et à des restrictions liées aux outils et aux exemptions spécifiques de leurs fournisseurs. Selon 39% des dirigeants interrogés, la faute persiste même sur les commandes authentifiées via 3DS.
Une étude menée par Forrester Consulting auprès de 207 dirigeants d'entreprises en Europe et au Royaume-Uni est commandée par Riskified, plateforme de gestion de la fraude, révèle que près de la moitié des e-commerçants européens et britanniques rencontrent encore des difficultés à se conformer à la directive sur les services de paiement, la DSP2. Alors que celle-ci est désormais entièrement en vigueur après avoir été reportée. Elle révèle que 45% des répondants respectent les exigences minimales de la directive ou sont encore en train de résoudre les problèmes liés à son déploiement. L'objectif de la DSP2 est de réduire la fraude et de rendre les paiements plus sûrs. Cependant, 39% des commerçants ont révélé que les rétro-facturations frauduleuses avaient augmenté les transactions authentifiées via 3DS, ce qui a eu un impact sur le taux global de fraude. Une optimisation loin d'être atteinte. La DSP2 a été publiée en 2015 pour un écosystème de paiement européen plus sûr, intégré, ouvert et pratique. Cette nouvelle loi a notamment introduit l'authentification forte du client, exigeant une vérification multifactorielle pour les transactions en ligne, CNP, carte non présente. Néanmoins, plus d'un an après son entrée en vigueur dans l'espace économique européen, près de la moitié des entreprises n'auraient fait que le minimum pour se conformer à la DSP2 ou essayent encore d'en résoudre les problèmes techniques ou d'intégration qui découlent de cette directive afin de pouvoir optimiser leur stratégie de paiement. Une grande partie des personnes interrogées ont révélé avoir constaté une augmentation des coûts liés à la prévention de la fraude suite à l'arrivée de la DSP2. En effet, 43% ont déclaré que les coûts avaient augmenté, sans compter les coûts d'authentification 3DS. Parmi eux, 57% ont déclaré que leurs dépenses avaient augmenté de 25% depuis la mise en place de la DSP2. Les e-commerçants constatent toujours une hausse des rétro-facturations frauduleuses sur des commandes pourtant authentifiées, ce qui impacte leur taux de fraude global. Blocage et restrictions. 80% des commerçants interrogés estiment que les exemptions, qu'elles soient proposées par un spécialiste de prévention de la fraude ou par un fournisseur de services de paiement, sont efficaces. Grâce aux exemptions, 60% des commerçants déclarent pouvoir éviter l'étape de CSA pour plus de la moitié de leurs commandes. Certains dirigeants ont également déclaré être confrontés à des restrictions liées aux exemptions. Bien qu'ils soient techniquement admissibles à des seuils d'exemption plus élevés, ils ne sont pas en mesure d'exempter davantage en raison des restrictions globales établies par leurs fournisseurs de services de paiement. Ils ont également déclaré qu'il leur était difficile de tirer parti des solutions disponibles sur le marché à cause des écosystèmes de leurs fournisseurs de services de paiement. 31% d'entre eux ont expliqué qu'ils étaient obligés d'utiliser uniquement les outils fournis par leurs fournisseurs de services de paiement. Que manque-t-il à la DSP2 ? Les répondants ont révélé que davantage de données de transparence aideraient les entreprises à faire progresser leur stratégie en matière de DSP2. Près des 2/3 demandent une plus grande transparence des frais de traitement des paiements, tandis que 61% souhaitent des mises à jour régulières sur les performances du marché et 59% veulent des retours sur les solutions à leur disposition visant à optimiser la conformité. Il convient également de noter que les commerçants ne sont pas réfractaires à la DSP2, mais qu'ils pensent au contraire qu'elle a le potentiel d'améliorer leur activité. Ils sont par ailleurs prêts et disposés à élaborer des stratégies autour de la DSP2 une fois que le système sera plus transparent. Les personnes interrogées ont également déclaré que l'avantage concurrentiel gagné en optimisant leur flux de paiement dans le cadre de la DSP2 est crucial pour leur stratégie future, au même titre que l'amélioration de l'expérience client, l'augmentation des taux de conversion et la fidélisation des clients. Walmart, l'entreprise la plus rentable de 2021 à lire sur acturetail.fr en date du 26 août. D'après un classement publié par Statista, le géant américain de la grande distribution Walmart est l'entreprise la plus rentable au monde en 2021. Il a réalisé un chiffre d'affaires net de 573 milliards de dollars, loin devant son rival Amazon. Malgré les problèmes posés par la crise sanitaire et maintenant la guerre en Ukraine, les plus grandes entreprises du monde continuent de performer. Selon une étude Statista publiée fin juin, elles représentaient 47,6 billions de dollars de revenus en 2021 et leur capitalisation boursière s'élevait à 76,5 billions de dollars. Walmart et Amazon
en chef. Walmart se positionne comme l'entreprise la plus rentable des 2000 plus importantes au monde. Le géant américain de la distribution a réalisé un chiffre d'affaires donc de 573 milliards de dollars en 2021 avec 23 millions de salariés dans 27 pays. Il fait figure de mastodonte. Le groupe fondé par Sam Walton est talonné au classement par son concurrent principal Amazon. Le leader mondial du commerce électronique a fait part d'un CA d'environ 470 milliards de dollars, soit une progression de 22% sur un an, un record pour l'entreprise fondée par Jeff Bezos. La société publique Saudi Aramco d'Arabie Saoudite complète le trio de tête avec 400 milliards de dollars. Carrefour en tête de la grande distribution en France. Suivent la Chine Petroleum et Chemical Corporation ou Sinopec avec 384 milliards de dollars, PetroChina 380, Apple 370, United Health Group 297, Volkswagen 295, SVC Health 291 et Toyota 281 ferment la marche du top 10. En France, Total prend la première place avec 185 milliards de dollars de CA en 2021. Il est suivi par AXA 145, BNP 127. Les groupes sont respectivement 29, 39e et 48e dans le classement mondial. Carrefour arrive en tête dans la grande distribution tricolore, 20e en France, 472e au monde avec 87,81 milliards de dollars. Et voilà, c'est fini pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'oublie pas de vous abonner à la revue de presse sur le site lesdigitaldoers.com. Si vous aimez l'exercice de cette revue de presse Retail e-commerce dans sa vision audio, n'hésitez pas à me le faire savoir en m'envoyant des messages sur LinkedIn et mieux encore en la faisant connaître autour de vous. Enfin, un dernier message d'autopromo avec les Digital Doers. Je produis des chaînes de podcasts thématiques pour les prestataires de services de notre écosystème. Donc, si vous souhaitez animer la prise de parole de votre marché, c'est l'occasion d'inviter des clients et des prospects à venir converser avec vous autour de votre proposition de valeur. Vous êtes intéressé, alors contactez-moi. D'ici là, portez-vous bien et à la semaine prochaine.